Alors il semblerait bien qu'on ait un nouveau chapitre dans la saga des Twitter Files, et cette fois ça se passe en France. On parle de révélations assez explosives sur un système de surveillance qui, forcément, pose de grosses questions sur la modération de contenu et sur la liberté d'expression. Et au cœur de toute cette histoire, il y a une affirmation, franchement, elle est stupéfiante. Apparemment, près de 9 signalements sur 10 qui ont été faits, ils visaient des publications qui étaient en fait parfaitement légales. C'est ce point de départ, ce chiffre incroyable, qui va vraiment être le fil rouge de notre discussion. Alors, ce qu'on découvre, c'est que la France aurait développé un système de modération de contenu un peu comme aux États-Unis. Sauf qu'il y a une grosse différence, et pas des moindres. Ce système aurait tourné pendant un certain temps, un peu dans l'ombre, sans véritable cadre légal. D'accord, mais à quel point c'était massif, cette opération? Il y a un chiffre, un seul, qui permet vraiment de se faire une idée de l'ampleur de l'excès de zèle présumé. Et ce chiffre, c'est 88%. 88%. C'est la proportion des demandes de retrait envoyées par ces fameux acteurs que Twitter a tout simplement rejetées. Alors, pour qu'on soit bien clair sur ce que ça veut dire, 88% de rejet, ça signifie que les équipes de Twitter ont regardé ces signalements un par un et ont conclu que dans la grande majorité des cas, le contenu n'était pas illégal. Ils n'enfrangeaient même pas leurs propres règles. Rien. Et ce graphique, il est parlant, non? Il montre bien le décalage énorme entre les deux. D'un côté, une montagne de signalements, et de l'autre, une toute petite partie qui correspondait à une vraie violation. On voit vraiment le fossé entre ce qui était signalé et ce qui était réellement problématique. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est mais qui était derrière tous ces signalements? L'enquête pointe vers une collaboration assez inattendue, on va dire, entre l'État et certaines ONG. Le mécanisme, en fait, il est assez simple à comprendre. Étape 1, l'État et ses ONG partenaires repèrent des contenus qu'ils n'aiment pas. Étape 2, ils envoient des demandes pour les faire supprimer. Et étape 3, les plateformes regardent ça et dans 88% des cas, elles répondent « Non, désolé, ce contenu est légal ». Et c'est là que le rôle de ces ONG devient vraiment central dans l'affaire. Apparemment, elles recevaient des financements publics pour faire ça, mais leurs critères de sélection, ils restent assez flous. Le terme utilisé, c'est externalisation de la censure. En gros, l'idée, c'est que l'État aurait confié une de ses missions, une fonction régalienne, à des acteurs privés. Maintenant, ce qui est vraiment fascinant dans cette histoire, c'est de voir comment ce qui aurait commencé comme une pratique un peu officieuse a fini par devenir complètement officiel et même inscrit dans la loi. On est passé de l'ombre à la lumière, si on veut. Cette chronologie, elle nous montre bien l'évolution. Au début, on a des pratiques non officielles. Ensuite, arrive le tournant 2022 avec le fameux Digital Services Act, le DSA, au niveau européen. Et c'est après ça que tout change, ce partenariat est légalisé et des ONG sont carrément désignées comme signaleuses de confiance par l'Arcom, le régulateur français. Et ce DSA, c'est vraiment la pièce maîtresse du puzzle. Pour faire simple, cette loi européenne donne le feu vert à chaque pays membre pour définir ses propres règles de modération et pour les faire appliquer sur son territoire. Il faut bien comprendre que tout ça ne sort pas de nulle part. Ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, une sorte de bras de fer géopolitique entre la France et les géants de la tech américaine. Et quand on parle de bras de fer, les exemples cités dans la source sont assez parlants. On parle d'actions en justice pour tenter de faire emprisonner le patron de Twitter, ou encore de l'assignation à résidence du fondateur de Telegram. Clairement, la France est présentée ici comme étant à la pointe de cette guerre juridique contre les plateformes. D'ailleurs, cette stratégie porte un nom, le lawfare. C'est un concept intéressant. C'est l'idée d'utiliser la loi et les tribunaux, non pas pour rendre la justice, mais comme un levier politique, une sorte d'arme pour faire pression sur un adversaire. Et dans ce cas précis, l'adversaire, ce serait la big tech. Ok, mais pourquoi la France aurait-elle cette approche, disons, si combative ? L'analyse proposée suggère que la réponse n'est pas seulement politique. Il faudrait regarder plus loin, du côté de la culture et de l'histoire du pays. Et c'est là qu'on touche à une différence fondamentale. D'un côté, on a le modèle américain, avec le fameux premier amendement qui sanctuarise la liberté d'expression, et de l'autre, on aurait une tradition française bien différente, où l'État a historiquement toujours eu un rôle très fort dans le contrôle de ce qui se dit. Et selon l'analyse, c'est précisément ce décalage culturel qui pourrait expliquer pourquoi ces révélations n'ont pas provoqué un immense scandale médiatique en France. L'idée d'un contrôle de l'État sur la parole serait, en quelque sorte, plus ancrée dans les mentalités et donc moins choquante. Ce qui nous amène à une question qui est un peu provocatrice, il faut l'avouer.
Au fond, la liberté d'expression, est-ce vraiment une valeur si cardinale que ça en France? Et la source se termine sur cette citation assez forte de Fabrice Epelboin, qui dit que la France a une tradition de censure qui remonte à bien avant la Révolution et qui, au fond, n'a jamais vraiment été remise en question. Une manière de dire que cette controverse très actuelle puise ses racines dans une histoire très, très ancienne.